Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné en fait sur la chaussée, qui prend la moitié de la chaussée, et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer. Parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse. D'accord ? Et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable. Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je vais pas pouvoir passer. Hein. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse, et la réponse, c'est je m'arrête. Question numéro 2. Dans cette situation, je serre à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, regarde le rétroviseur gauche. On a un véhicule qui est en train de nous doubler. Alors, quelles sont les bonnes manières à adopter quand on te double et pourquoi ? Alors, quand on te double, il faudra tout d'abord serrer à droite au maximum. Et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est de pouvoir laisser un espace agréable pour que le véhicule puisse te doubler. Également, regarde ici. Là, c'est le véhicule derrière toi quand t'as pas serré à droite. Regarde le champ de vision en vert. Et maintenant, regarde le champ de vision quand tu as serré à droite. Tu vois très bien que le véhicule qui est derrière toi a un plus grand champ de vision si tu serres à droite, et donc il peut voir plus loin. Également, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas accélérer, car si tu accélères en même temps qu'il te dépasse, il va avoir du mal donc à te dépasser et donc te rabattre, et donc une plus grande chance pour le véhicule qui est en train de te dépasser de rencontrer un véhicule en sens inverse. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 3.
Les piétons ont la priorité sur les tramways dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la priorité dans les zones de rencontre sur tous les véhicules, notamment les tramways, mais c'est faux. Donc, les piétons ont la priorité sur tous les véhicules à moteur, sauf les tramways. Tout simplement parce que les tramways ont une distance d'arrêt beaucoup trop longue. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Des piétons peuvent se trouver sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse prudemment. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois plusieurs choses à observer. Alors déjà, on a un car qui transporte des enfants via le petit pictogramme ici. En plus de ça, ce car est en warning, donc en feu de détresse. Donc en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait des enfants. Regarde. Ici, en vert, c'est ton champ de vision. En rouge, c'est ce que tu vois pas, parce que ton champ de vision, il est obstrué par donc le car. Donc il peut très bien y avoir des enfants à l'endroit où ton champ de vision est obstrué. Alors, ça ne sert à rien non plus de paniquer. Là, tu peux dépasser, mais prudemment, en sachant qu'il y a peut-être des piétons sur la chaussée. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 5. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite. Réponse B, préparer son itinéraire. Réponse C, limiter la climatisation. Réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation. Donc, l'éco-conduite, c'est une question récurrente, hein. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci. Donc je vous incite fortement à vous former, même autre part. Mais formez-vous, on a mis en place la plateforme en ligne, allez-y. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment... tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10. Hein, il y a 10 dispositifs à mettre en place. Notamment donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 6. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc, vous devez lui céder la priorité. Donc, la bonne réponse ici
est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 7. L'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes pour les 2 yeux au total. Réponse B, 5 dixièmes pour chaque œil. Alors, l'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de 5 dixièmes au total pour les 2 yeux. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Question numéro 8. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois réponse A, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse B, vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C, lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire secourir. Donc, on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter, que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route. On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a 2 cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore 2 cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule. On applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait
invalides, mais conscientes, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 9. Je peux rouler. Réponse A, en feu de position. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Alors ici, on est en agglomération, éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et ou en feu de croisement. Par contre, il est strictement interdit de rouler en feu de route en agglomération. C'est normal. Feu de route. Ce sont des feux réservés à la route. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 10. J'actionne le clignotant droit maintenant pour prendre la première sortie à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour prendre la deuxième sortie en face. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu prends un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à respecter. Et notamment, 4 grandes procédures. La procédure pour tourner à droite, la procédure pour aller tout droit, la procédure pour aller à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors, dans cette question, on parle donc de la procédure pour sortir à droite et la procédure pour sortir en face. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ces deux procédures. Alors, concernant la procédure pour prendre la première sortie ou pour tourner à droite. Alors, déjà, je me mets dans la voie de droite avec mon clignotant droit enclenché. Comme je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je dois laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, dans cette portion du rond-point. S'il n'y a personne, je m'engage sur le sens giratoire dans la voie de droite. Une fois arrivé au niveau de la sortie, je fais 2 contrôles. Le contrôle tout d'abord à gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche, pour voir si personne vient couper ma trajectoire. Et le contrôle droit, rétro-droit, angle mort droit, pour voir s'il n'y a pas un cycliste sur la voie réservée au vélo. S'il n'y a personne, je m'engage dans la sortie. Maintenant, concernant la procédure pour aller tout droit ou en face. Alors là,
on s'engage dans la voie de droite. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le clignotant, étant donné qu'on va tout droit. Alors, bien sûr, comme on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on laisse la priorité aux véhicules venant de gauche sur cette portion-là du carrefour. S'il n'y a personne, on s'engage dans la voie de droite du carrefour à sens giratoire. Arrivé à cette portion du rond-point, j'enclenche mon clignotant droit. Et arrivé à la sortie, je fais aussi 2 contrôles. D'abord, contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient couper la trajectoire. Et ensuite, contrôle droit, c'est-à-dire rétro-droit plus angle mort droit, pour voir s'il n'y a pas un vélo sur la voie réservée. S'il n'y a personne, on s'engage dans la sortie. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que j'actionne mon clignotant droit pour prendre la première sortie à droite? Eh bien la bonne réponse ici est la réponse A. Pour prendre la deuxième sortie en face, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 11. Le système e-call permet de géolocaliser le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système e-call est un système en fait de sécurité qui permet d'appeler les urgences en cas d'accident et aussi de vous géolocaliser. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 12. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, route, réponse B, croisement, réponse C, position. Alors ici, certes, on rentre dans une agglomération, mais une agglomération non éclairée de nuit. Donc ici, je dois rouler en feu de route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette commande, il n'y a que le conducteur qui l'a au niveau de sa portière. Si vous regardez bien, tout en bas, il y a un bouton. Ce bouton, c'est le verrouillage des vitres de toute la voiture. C'est-à-dire que lorsque c'est activé, lorsque vous appuyez dessus, il n'y a que vous qui puissiez lever ou descendre une vitre. Alors,
juste au-dessus, vous voyez, il y a 4 boutons avec des vitres. Ça, c'est les commandes de chaque vitre du véhicule. En bas pour les vitres arrière, en haut pour les vitres avant. Et puis, tout au-dessus, vous voyez, il y a d'autres boutons. Ces boutons-là, ils sont réservés au réglage des rétroviseurs extérieurs. Alors, sachez que chaque modèle de voiture a des commandes différentes. Donc, les commandes diffèrent d'un modèle de voiture à l'autre. Comment ça fonctionne le réglage des rétroviseurs? Par exemple, sur cette commande, il faut juste tirer le loquet à droite pour régler le rétroviseur de droite. Et ensuite, appuyer sur les boutons flèche vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas pour régler le rétroviseur. Ensuite, si tu veux régler le rétroviseur de gauche, tu dois pousser le loquet à gauche et ensuite régler le rétroviseur. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Dans cette situation, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A, non, réponse B. Il est préférable de rouler sous la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, si on regarde la signalisation, on voit qu'après le panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Ça veut dire que légalement, je pourrais rouler à la vitesse maximale autorisée qui est de 70 km/h. Cependant, regardez l'état de la route. La route est verglacée et enneigée. Donc effectivement, c'est pas le meilleur état pour pouvoir rouler à 70 km/h. Là, tu vas pas être en sécurité en roulant à 70 km/h sur une route dans cet état-là. Donc il sera préférable de rouler à une allure adaptée en dessous des 70 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 15. La zone d'incertitude des enfants est la même que celle des adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on va juste définir ce que c'est qu'une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est totalement une zone dans laquelle est définie la probabilité de présence d'un usager. Donc, selon les usagers, la zone d'incertitude sera différente. Par exemple, vous voyez un chien en numéro 4. Vous voyez qu'un chien, il aura une probabilité de présence très grande. Vous voyez, c'est un grand cercle. Alors qu'un individu âgé, le numéro 2, il aura une probabilité de présence très faible. Un petit ovale. Un enfant, au numéro 1, qui joue avec un ballon, il aura aussi une probabilité de présence, une zone d'incertitude très grande. Donc voilà. Bien sûr, les différents usagers auront une zone d'incertitude différente. En général, celle d'un enfant est largement plus grande que celle d'un adulte ou d'un individu âgé. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 16. Le panneau de danger est réponse A, permanent, réponse B, temporaire. Le panneau d'interdiction est réponse C, permanent, réponse D, temporaire.
Alors ici, regarde bien déjà la situation. Au loin, on a des travaux. Hein. On a des machines de travaux, des panneaux de déviation. On a des travaux. D'ailleurs, regarde, la signalisation représente donc un panneau de danger sur fond jaune indiquant un rétrécissement de chaussée, donc qui lui est un panneau temporaire. Concernant le panneau d'interdiction, il n'est pas sur fond jaune. Seulement, regarde bien, il est posé sur une fixation provisoire. Il est posé sur un plot avec du sable. Donc, c'est également un panneau temporaire. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 17. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je passe. Réponse C, je m'arrête. Réponse D, je cède le passage. Alors, ici, on est dans une situation que tu rencontreras souvent en situation de conduite. Alors là, le feu est vert pour nous et il y a des piétons qui sont à l'arrêt là au niveau du passage piéton. Donc, si le feu est vert pour nous, c'est qu'il est rouge pour les piétons. Donc, le piéton n'a pas à être là. Donc ici, on va pas s'arrêter pour qu'il passe, ni lui céder le passage. On va ralentir au cas où si inopinément il se met à courir ou à vouloir passer. Mais je ralentis et je passe. Ici même, ça va être beaucoup plus dangereux de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que si je m'arrête, regardez bien au-dessus sur le rétroviseur, j'ai une voiture derrière moi. Peut-être qu'elle n'a pas vu le piéton. Donc, si je m'arrête, le temps que la voiture derrière se rende compte que je me suis arrêté, d'accord, elle risque de me taper à l'arrière de mon véhicule, et donc moi, je risque également, en fait, de renverser le piéton. Hein, donc on va même aggraver la situation si on s'arrête à ce moment-là. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 18. J'arrive dans une intersection sur laquelle la circulation est à l'arrêt. A, je ralentis. B, j'accélère. Alors, je suis sur une voie où il y a en fait deux voies. Une pour aller tout droit, l'autre pour aller à droite. Mon véhicule, moi, il est situé donc sur la voie de gauche. Donc moi, je vais tout droit. Seulement, on s'aperçoit qu'à l'intersection, on a un véhicule noir qui est à l'arrêt. Et en plus, on a une moto qui va tourner à droite. Et en plus, on sait qu'elle va tourner parce que la moto est penchée. Donc, dans ce cas-là, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 20. La route est dégagée. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B.
ici, on est sur une route avec une côte. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Il n'y a aucune visibilité. Après la côte, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va ralentir. On ne va pas maintenir son allure, on va ralentir. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. La fatigue est responsable. Réponse A, de 1/3 des accidents sur autoroute. Réponse B, de 2/3 des accidents sur autoroute. La fatigue multiplie les risques d'accident par. Réponse C, 3 ou 4. Réponse D, 6 ou 7. Bah, là, c'est vraiment une question, vous savez ou vous savez pas, quoi. Donc ici, je vous mets effectivement le document que vous retrouverez dans la formation. Donc la fatigue est responsable donc, d'1/3 des accidents sur autoroute et multiplie les risques d'accident par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 22. Le système parc assist permet de trouver un emplacement pertinent automatiquement. Oui, réponse A, non, réponse B. De manœuvrer le stationnement automatiquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors effectivement, le système Park Assist permet de repérer une place automatiquement, mais également de manœuvrer le stationnement automatiquement. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 23. Je peux empiéter sur la voie du tramway pour contourner le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, devant nous, on peut apercevoir une voiture donc grise qui est mal garée. Donc là, si je reste sur ma voie, il y a des chances pour que je percute ce véhicule. Alors, avant d'emprunter momentanément la voie du tramway, bah déjà je regarde si il y a un tramway sur la voie ou peut-être une voiture qui veut me dépasser. Alors, lorsqu'on regarde le rétroviseur extérieur gauche, on voit qu'il n'y a rien, ni tramway, ni voiture. Donc je peux empiéter de manière momentanée sur la voie de tramway pour pouvoir dépasser le véhicule mal garé. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 24. Un véhicule en stationnement peut masquer la présence d'un enfant. Oui, réponse A, non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis pour anticiper le danger. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, les enfants donc, sont généralement de petite taille. Donc, ils sont vraiment très difficiles
donc à percevoir lorsque tu conduiras. Alors, bien évidemment, lorsque tu t'approcheras donc d'un passage piéton, tu devras également ralentir justement pour anticiper le danger au cas où un enfant serait devant un véhicule et donc masqué par ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 25. Pour conduire, la boîte de vitesse doit être placée. Réponse A en N, réponse B en D. Alors ici, tu vois, on est dans une voiture à boîte automatique. Alors, chaque lettre a une signification. Les lettres sont en anglais, ça il faut le savoir. Alors, le P, c'est pour parking. Ça, c'est quand tu es en stationnement. Le R, c'est pour reverse. Ça, c'est pour la marche arrière. Le N, c'est pour neutral. Ça, c'est le point mort. Le D, c'est pour drive. Ça, c'est pour conduire. Et le S, c'est pour séquentiel. Ça, c'est si ta voiture a une boîte séquentielle. Donc, ici, pour conduire, il faut placer la boîte de vitesse sur D. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Je pars pour un long trajet. Je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me fixe une heure d'arrivée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, encore une fois, une question qui est souvent posée lors des examens du code de la route. Alors, écoutez bien. Lors d'un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire et ne jamais se fixer d'heure d'arrivée. Il ne faut pas se fixer d'heure d'arrivée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça va créer de l'anxiété, de l'énervement qui vont accroître les effets de fatigue et donc augmenter les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout, ne te dis pas « Ah c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code ? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique ? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique.
Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 27. Un taux d'alcool compris entre 0,5 g par litre de sang et 0,8 g par litre de sang constitue A. Un délit, B. Une contravention. Alors, encore une fois, on va pas s'attarder sur cette question parce que c'est du cours. Donc, comme vous le savez, entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on est sur une contravention. Au-delà de 0,8 g, on est dans un délit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, tu vois bien qu'il y a donc la voiture grise devant nous qui s'insère inopinément sur notre voie. Et regarde bien, il a mis son clignotant droit. Derrière nous, il y a aussi une voiture qui nous colle. Hein. On sait qu'elle nous colle parce que on voit pas ses roues. Dans ce cas-là, effectivement, la voiture de devant s'insère inopinément, donc je ralentis. Aussi, ce qui est judicieux de faire, c'est de faire ce qu'on appelle des feux stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop ? C'est comme des appels de feu de route, mais pour l'arrière. En fait, les appels de feu stop vont permettre en fait de communiquer avec le véhicule qu'il y a derrière toi en faisant des appels de feu stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop ? Quand tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Hein ? Donc voilà, là tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Et si tu freines à plusieurs reprises, ça va faire des appels de feu stop. Et ça va prévenir la voiture derrière toi qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un danger. Lequel, il ne sait pas, mais il sait qu'il y a quelque chose. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 29. La voiture rouge est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vraiment, on a tout ce qu'il faut pas faire en termes de stationnement. Alors, pour information, vous devez savoir qu'il y a différents types de stationnement. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Donc, encore une fois, je vous recommande vivement d'aller dans la formation pour connaître ces 4 types de stationnement, car il y a souvent des questions dans le nouveau examen du code de la route. Alors, ici, on a affaire à un stationnement très gênant. En fait, on a affaire à 3 stationnements très gênants. Tout d'abord, vous devez savoir une chose, c'est qu'il est interdit de se garer sur un trottoir. Stationnement très gênant, 135 € d'amende. Aussi, il est interdit de se garer sur une voie réservée. Ici, on a une bande cyclable. Donc, le véhicule, si vous voyez bien, il est garé à cheval sur une bande cyclable.
Aussi, le plus important, il est garé sur un passage piéton. Donc là, ça fait 1, 2, 3 stationnements très gênants, 3 amendes de 135 €. Voilà. Donc, est-ce que la voiture rouge est bien garée ? La réponse est non. Question numéro 30. Je viens tout juste d'acheter un véhicule neuf. Le prochain contrôle technique sera dans A. 2 ans, B. 4 ans. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours et c'est une question redondante dans les examens nouvelle réforme. Donc, lorsque c'est un véhicule neuf, c'est 4 ans. Après les 4 ans, c'est tous les 2 ans. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je suis en période probatoire. Je suis actuellement en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on circule donc sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h, comme le montre ce panneau. Cela veut dire que tu roules soit sur une route à chaussée séparée, soit sur une autoroute en zone urbaine. Donc, ici, comme tu es en probatoire, la vitesse maximale autorisée va être de 100 km/h. Or, si on regarde le compteur juste ici, on voit qu'on roule à 100 km/h. Donc, si je suis en probatoire, je ne suis pas en infraction. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Je laisse la priorité au véhicule rouge à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une propriété privée. Donc, le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée. Alors, le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe, avant le véhicule. Donc la bonne réponse est la réponse B. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques,
Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien. Oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc, à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 33. Je circule à 70 km/h sur route sèche. Ma distance de sécurité est de réponse A, 42 mètres. Réponse B, 21 mètres. Ma distance de freinage est de réponse C, 28 mètres. Réponse D, 38 mètres. Alors ici, c'est vraiment une question pareille de cours qu'on voit souvent dans l'information. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller si vous avez eu faux à cette réponse. Donc à 70 km/h, ma distance de sécurité est de 42 mètres. Et ma distance de freinage est donc de 28 mètres. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une erreur à cette question. Alors, je vous rassure, il n'y a aucune erreur à cette question. Donc, les réponses sont bien les réponses A et C. Hein, je le sais par expérience parce que... je sais par expérience que beaucoup de gens pensent qu'il y a une erreur à cette question. Parce que j'ai l'habitude, tout simplement. Hein, j'ai l'habitude. En fait, beaucoup d'entre vous confondent les notions. Hein, vous confondez les notions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aucune explication pour cette question. Hein, donc pour ceux qui se sont soit trompés à cette question, soit qui ont pensé qu'il y avait une erreur à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas prêts. Hein, la formation, elle est là pour ça. Pour ceux qui veulent se former ailleurs, c'est très bien, hein, formez-vous ailleurs, mais que ce soit dans une entreprise spécialisée qui soit sérieuse, pas dans une application gratuite. Hein. Donc,
Je répète encore une fois, il n'y a aucune erreur à cette question. Et on passe à la question suivante. Question numéro 34. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux motocyclettes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau interdit l'accès aux cyclomoteurs. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Conduire et passer un appel via le Bluetooth est passible d'une contravention de 4e classe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Multiplie le risque d'accident par 3, réponse C. 5, réponse D. Alors, il n'est pas interdit de passer un appel via le Bluetooth de votre véhicule. Cependant, c'est très déconseillé car vous multipliez le risque d'accident par 3. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 36. Je m'arrête. Réponse A pour baisser le son de la radio. Réponse B pour entrer une adresse sur le GPS. Alors, pour baisser le son de la radio, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, parce que ça ne va pas vous prendre énormément d'attention. Par contre, pour entrer une nouvelle adresse sur le GPS, oui, là il va falloir s'arrêter pour initialiser votre GPS. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Le dépistage de stupéfiants par un agent de police est obligatoire après un accident. Réponse A, corporel. Réponse B, mortel. Réponse C, matériel. Réponse D, quelconque. Alors, les agents de police sont dans l'obligation de réaliser un dépistage de stupéfiants, mais également un dépistage d'alcoolémie, après un accident ayant causé des dommages corporels et mortels. Ils ne sont pas dans l'obligation de le faire lorsqu'il y a un accident qui a causé des dégâts matériels ou un accident quelconque. Sachez également que le dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie peut être réalisé par un agent de police sans aucune raison. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 38. Au volant, l'alcoolémie maximale autorisée est pour un permis hors probatoire. Réponse A, 0,5 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un permis probatoire. Réponse C, 0,15 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,2 g par litre de sang.
Alors, comme tu peux le voir dans le document que tu retrouveras dans la formation, l'alcoolémie maximale autorisée pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors que pour un permis hors probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser. Tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 50 km/h, réponse B 110 km/h, réponse C 130 km/h.
Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le pourcentage de conducteurs ayant leurs 12 points est de réponse A 50%, réponse B 80%. Le pourcentage de conducteurs qui a leurs 12 points est de 80%. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.